parler d'un thème très important, un sujet d'actualité, des comportements à risque chez les adolescents. Donc, en effet, en cherchant dans la bibliographie, c'est un sujet très vaste qui comporte beaucoup de troubles et beaucoup de symptômes. Donc, il a fallu vraiment cerner les comportements les plus importants. Comportements à risque et adolescence, en fait, l'adolescence est une période de vulnérabilité. Donc, vu les nombreux changements aussi bien psychologiques que physiques et l'émergence de la sexualité, bien sûr, dans un corps qui, jusque-là, il est inconnu par l'enfant. Donc, c'est une période d'exploration, d'expérimentation de soi et d'autrui. Le sujet est en recherche de sa propre identité. Il est en quête identitaire et donc la prise de risque est l'un des aspects les plus caractéristiques. Donc, le sujet cherche toujours des nouveautés au niveau des expériences. Les comportements à risque et les conduites à risque, deux termes qui sont presque identiques, ils se définissent comme des manières d'agir et des comportements qui comportent une probabilité non négligeable de mettre en danger sa vie, sa santé ou celle d'autrui, et ce sont des conduites qui altèrent le fonctionnement de l'adolescent. Donc, les comportements à risque et l'adolescence. Donc, les principaux changements comportementaux à l'adolescence, un nouveau corps, immaturité, perception du danger, le sentiment d'invulnérabilité chez l'adolescent et le besoin de transgression, de contredire la loi pour l'adolescent et aussi l'affirmation de soi. Donc, tout ça, ça va mener ça va engendrer des désirs, des besoins, beaucoup d'aspirations. Et ça va mettre l'adolescent en danger, de nombreux accidents à l'adolescence. Les comportements à risque, donc il faut différencier les comportements qui se rapprochent de la normalité et les comportements, bien sûr, proprement pathologiques qui font l'objet de notre présentation aujourd'hui. Donc ces comportements, donc, ils sont importants à l'adolescence. Il peut s'agir d'une manière de s'éprouver, de se connaître et d'apprendre les codes sociaux. Dans ce cas, il s'agit d'un comportement habituel à l'adolescence. Le risque n'est pas recherché pour lui-même, c'est une composante de cette conduite et aussi on ne trouve pas de répétition importante. Par contre, dans le comportement pathologique, il y a la notion d'excès. Donc le but chez l'adolescent est d'aller jusqu'au bout, le risque est recherché pour lui-même. Donc l'adolescent, il est à la recherche du risque, il va aller vers ce risque. Des répétations importantes et une escalade, une augmentation de l'intensité. Aussi, le sens de cette conduite est très important. Donc pour bien sûr signifier que c'est pathologique, c'est soit un étayage qui contient une note d'excitation, de lutte contre le vide, recherche de sensations dans les comportements, par exemple le sport à risque. Donc il y a une recherche de sensations, une projection d'une angoisse sur l'extérieur. Et on appelle ces conduites des conduites ordaliques, c'est-à-dire le sujet, il cherche la mort à travers ces conduites. Donc ces comportements, il peut s'agir d'une violence dirigée contre soi-même, telle que essentiellement les conduites suicidaires ou bien les automutilations, une violence dirigée contre autrui, l'hétéroagressivité qu'on voit à l'école, dans le milieu familial ou dans la société, l'usage nocif des substances, les addictions, les comportements dangereux sur la route, les comportements sexuels à risque, c'est la majorité des comportements à risque qu'on peut voir à l'adolescence. On va voir un par un la violence dirigée contre soi et on va surtout voir les conduites suicidaires. En fait, sur le plan épidémiologique, donc, ces conduites sont fréquentes à l'adolescence. Ils constituent la deuxième cause de mortalité à l'échelle mondiale dans la tranche d'âge 15-29 ans et la troisième cause aux États-Unis. Donc, les idées suicidaires ont été retrouvées dans une étude récente. Dans 18,% des cas pour les garçons, 33% des cas des filles ont exprimé des idées suicidaires 12 mois avant, dans les 12 mois qui précèdent l'enquête. Au Québec, 21% pour les garçons et 37% pour les filles. En Tunisie, donc on s'est intéressé beaucoup à ce sujet, les conduites suicidaires. En fait, le taux de suicide chez les adolescents est en augmentation permanente.
Donc, les statistiques nationales du suicide existent pour l'année 2016. Donc, 329 cas, plutôt 372 cas de suicide réussis en Tunisie en 2016. Et donc, ça concerne les hommes plus que les femmes. L'incidence selon l'âge, 3 cas pour l'enfant, donc chez des enfants. Donc, on sait que le suicide est rare chez l'enfant, mais ça cache des problèmes, des pathologies donc très importantes. C'est essentiellement vers l'âge peut-être de 8-9 ans, plus qu'à l'âge de 5 ans. Dans la tranche d'âge 10-14 ans, 15 cas, 34 cas 15-19 ans et 20 à 24 cas, 40 cas dans la tranche d'âge 20 à 24 cas. Voilà ici ces statistiques nationales, c'est fait à partir bien sûr par le biais des biopsies, donc en se référant à 7 services de médecine légale, les services qui existent en Tunisie, où il y a une forte présomption que le décès est secondaire à un suicide. Donc c'est presque sûr que c'est secondaire à un suicide. On voit que les chiffres sont alarmants, bien sûr. Donc, on a fait des travaux donc, dans notre service et dans d'autres en Tunisie aussi. Donc voilà, donc c'est un sujet, je l'ai classé par donc, le plus récent. Donc c'est un sujet de mémoire qui a été dirigé, donc, bien sûr un sujet de mémoire de Simassoud Guesni qui a été dirigé par notre ami Dr Léla Jmal Ayedi, qui s'intitule Dépistage du risque suicidaire chez les adolescents en milieu scolaire. Et voilà, ici, 224 adolescents ont été inclus de la région de Tunis en utilisant une échelle appropriée pour le suicide et qui a trouvé un risque suicidaire de 7,1% dans la population des lycéens. Le risque, donc, le suicide a été corrélé à la consommation de substances, aux antécédents familiaux de suicide et à l'absence de soutien familial. Donc, une autre étude, c'est un mémoire de Dr Latif Arani, qui est professeur agrégé à Gabès, que j'ai dirigé moi-même, les caractéristiques sociodémographiques et cliniques de l'adolescent suicidant consultant à l'hôpital régional de Gabès, où elle a essayé de faire ressortir les facteurs de risque des tentatives de suicide. Et ici, les facteurs de risque, ils se rapprochent de ceux de la littérature, entre autres, par exemple, l'existence de pathologies mentales et donc des antécédents familiaux de suicide et aussi des antécédents personnels de suicide. Donc, on va trouver beaucoup plus de récidives. L'abus de substances, la consommation de substances, tout ça, ça constitue des facteurs de risque. Donc, aussi un travail de thèse intitulé donc, les tentatives de suicide chez l'adolescent dans notre service de pédopsychiatrie, donc dirigé par notre ami Dr Adewala, et qui a essayé aussi de rechercher donc la fréquence des tentatives de suicide, la prévalence des tentatives de suicide et aussi les facteurs corrélés. Ça a été fait sur 60 cas. La fréquence ici n'était pas vraiment très importante, elle était donc, aux alentours de 2%. Donc un autre travail aussi dans notre service qui a fait le sujet d'une publication qui a été réalisé par notre ami Dr Leila Sherif, qui s'intitule Psychopathologie des tentatives de suicide chez les adolescents. C'est un travail qui a été fait donc, en 2010, publié en 2012 et qui a aussi révélé des résultats très intéressants, essentiellement donc, les facteurs de risque où un conflit parental a constitué un facteur de risque. Des idées suicidaires dans l'année précédente aussi ont été retrouvées dans un pourcentage important, 66% des cas. Aussi, on trouve un trouble psychiatrique chez les adolescents suicidants et donc beaucoup de facteurs de corrélation, l'échec scolaire, la préméditation des gestes, tout ça a constitué des facteurs de risque des tentatives de suicide. Donc voilà, à partir de ces travaux et à partir de la littérature, on a pu dégager les facteurs de risque suicidaire les plus importants qu'on a pu classer en facteurs primaires. Ce sont les facteurs sur lesquels on peut agir, qu'on peut changer, donc on peut travailler là-dessus, la psychopathologie essentiellement, les troubles mentaux,
Donc, on peut les prendre en charge précocement. Et les antécédents de tentative de suicide, l'impulsivité. Donc, dans ces cas, on peut prêter beaucoup plus d'attention à ces sujets à risque. Les facteurs de risque secondaires, faiblement modifiables, tels que les pertes parentales, les problèmes financiers. Donc, on peut agir relativement. Et les facteurs tertiaires sur lesquels on ne peut pas agir, tels que le sexe masculin, qui est un facteur de risque, l'âge essentiellement, l'adolescence, qui constitue aussi un facteur de risque. Donc, il y a aussi des facteurs de protection, comme il y a des facteurs de vulnérabilité, il y a des facteurs de protection, notamment le bon état de santé, les bonnes stratégies d'adaptation, donc comment chaque individu peut s'adapter aux difficultés, aux situations difficiles, la présence de croyances, donc la religion constitue un moyen de faire face aux difficultés psychologiques chez les adolescents, notamment dans les tentatives de suicide. C'est l'adolescent يقول لنا من خممت باش نعمل حاجه في روحي، خممت باش نقتل روحي، اما ما نجمتش، نعرف اللي هو حرام، et donc je peux pas passer à l'acte. Et donc là, la croyance religieuse, c'est un moyen de protection, bien sûr, de résilience pour faire face à des idées suicidaires. Les mesures de protection en 2015 ont été prises, notamment à travers le registre national du suicide. Donc, la prévention peut être primaire aussi. On va agir avant l'installation des troubles. Donc, on va agir à travers la communication, l'information, la sensibilisation, la prise en charge des adolescents qui présentent des troubles mentaux, donc des adolescents à risque. La prévention secondaire, c'est une intervention de crise lorsque l'adolescent présente une crise suicidaire, c'est-à-dire il a des idées suicidaires, il a une montée anxieuse très importante, une impulsivité très importante lorsqu'il y a un isolement social, donc il n'y a pas quelqu'un à qui il va donc confier tous ces symptômes-là, tous ces signes-là, donc lorsqu'il y a une dépression aussi, et il y a la prévention tertiaire pour diminuer les récidives. Donc on passe à la violence dirigée contre autrui, c'est le passage à l'acte, c'est l'agir qu'on trouve chez les adolescents. Ici, le concept de violence, il va couvrir le champ d'une vaste ampleur, notamment scolaire, familiale et sociale. Donc l'agir, il peut être une stratégie d'interaction, donc par lequel l'adolescent il va interagir avec ses parents. Donc dans ce cas, c'est une tentative d'attirer leur attention ou bien de les mettre en situation d'échec face à leurs difficultés. Donc c'est un moyen d'interaction aussi avec les pairs, avec les amis, les camarades. Donc lorsqu'il va faire comme eux, donc il va faire comme le groupe, donc à travers le passage à l'acte aussi. C'est un mécanisme de défense contre tout ce qui est angoisse psychologique. Il va se défendre par le passage à l'acte. Et donc c'est une entrave à la mentalisation lorsque l'adolescent il ne peut pas mentaliser et donc il va passer à l'acte, il va utiliser le langage du corps, donc l'agir, l'acting out. Les fonctions de l'agir et de la violence à cet âge, pourquoi ces adolescents passent à l'acte? Il y a une projection de tout ce qui est conflit interne sur le monde extérieur, il va le projeter, cette angoisse, sur le monde extérieur. Il va tester ses limites, l'identité. Il va donc aussi grandir et par nature un acte agressif. Lorsqu'il va grandir sur le plan physique, il va être plus fort et donc il y a une note d'agressivité dans ce corps. Donc après la violence contre autrui, l'usage de substances psychoactives, c'est aussi les troubles des conduites, c'est ce qu'on appelle les conduites addictives ou la toxicomanie, classiquement la toxicomanie. C'est un sujet aussi d'actualité. Donc la plupart des addictions débutent à l'adolescence. Voilà l'adolescent qui va mettre fin à la dépendance aux parents et il va dépendre d'une substance. Au lieu d'être dépendant de ses parents comme il l'était lorsqu'il est tout petit, il va dépendre d'une substance. C'est un moyen de remplacer une dépendance par une autre. Et aussi, c'est souvent un compromis aux difficultés internes. Voilà, donc les facteurs de risque des conduites addictives. Il y a 4 modalités de consommation, mais la consommation pathologique, ça concerne l'abus et la dépendance.
Donc, dans le DSM-5, le manuel de classification de psychiatrie, on les appelle